Merci, merci beaucoup. Je crois que la première question, c'était celle de Madame Kourafal. Ça concerne les accidents de travail, mais votre préoccupation, c'est l'accident de trajet. Vous n'avez pas bien perçu. Bon, c'est vrai, je n'ai pas parlé d'accident de trajet. Le temps qui nous est imparti est tellement court. Mais l'accident de trajet, c'est quoi? Très simplement, l'accident de trajet, c'est l'accident qui survient sur les trajets aller-retour entre le lieu de travail et la résidence du salarié. Mais le problème de l'accident de trajet, c'est quoi? Le problème de l'accident, bon, il y a également où le salarié se rend habituellement pour prendre ses repas. Le problème de l'accident de trajet, c'est que c'est un accident mi-privé, mi-professionnel. C'est pour ça le législateur et la jurisprudence, d'ailleurs, les juges sont très regardants pour ne pas tout mettre sur le dos de l'employeur. Parce que l'accident de trajet se produit généralement à un moment où le salarié, il a terminé ce qu'il a à faire, il est en train de rentrer chez lui. L'employeur n'a pas la maîtrise sur tout ce qui se passe sur le chemin. C'est aussi lorsqu'il décide de venir travailler. Mais on ne peut pas laisser aussi le salarié démuni. Parce que s'il est victime d'un accident sur le trajet, c'est parce qu'il allait travailler pour un employeur. Si ce n'était pas à cause de l'employeur, il n'aurait pas eu cet accident. Mais le législateur a décidé d'encadrer l'accident de trajet. Il y a ce qu'on appelle le point du départ du trajet. Le trajet démarre quand? Et le point d'arrivée ou le point de fin du trajet. J'ai dit, c'est le trajet aller-retour entre le lieu de travail et sa résidence. Généralement, c'est la résidence principale ou une résidence secondaire si celle-ci présente un caractère de stabilité. Il arrive souvent, l'employeur par exemple, ou le salarié, il est polygame. Il y a les femmes un peu, bon, ça, il a des résidences secondaires. Ça, il faut intégrer dans le trajet. Le point de départ, c'est quand? Lorsque je quitte l'entreprise, le trajet commence lorsque je sors de ce qu'on appelle la sphère d'autorité de l'employeur. Si je suis encore dans le parking, si je suis victime d'un accident, c'est un accident de travail. Présomption d'imputabilité. L'employeur est responsable, en principe. Mais quand je sors de la sphère d'autorité de l'employeur, je sors du parking, le trajet commence. Et lorsque j'arrive chez moi, maintenant il faut faire la distinction. J'habite dans une villa, j'habite dans un immeuble. Si j'habite dans une villa, le trajet prend fin lorsque je sors du taxi et je rentre, je mets le premier pied dans ma villa, dans ma concession. Mais si j'habite dans un immeuble, le trajet prend fin lorsque je sors des parties communes de l'immeuble et rentre dans une partie privative. Je prends par exemple le cas de cet immeuble. Supposons que j'habite de ce côté, ça c'est une partie commune, il y a des gens qui habitent là. Le trajet, je suis le trajet. Dès que je rentre dans l'immeuble, je continue d'être protégé. Ce sont des parties communes. Mais quand j'entre dans ma sphère privée, le trajet s'arrête. Mais le législateur a voulu aussi que le trajet soit le trajet le plus direct qui mène au lieu de travail ou qui mène chez moi. Je travaille ici au Novotel. J'habite au port. Je suis victime d'un accident au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a un problème. Le trajet le plus direct qui mène au port, c'est là. Vous cherchez pas au ministère de l'Intérieur. Sauf maintenant à prouver qu'il y a des manifestations sur le chemin. Il a fallu que je fasse un détour. C'est vrai, la jurisprudence admet aussi des détours qui sont nécessités par les besoins essentiels de la vie courante. Je m'arrête parce que je dois prendre un enfant à l'école. Je m'arrête parce que je dois prendre de l'argent à la banque. On admet les détours.
Mais attention, on admet les détours pour des besoins essentiels de la vie courante, mais le trajet est suspendu. Je prends un exemple simple. Je m'arrête pour aller à la banque. Je fais le détour. Ce détour-là est admis. Mais dès que je sors de mon véhicule pour rentrer à la banque, la protection s'arrête. Si je suis victime d'un accident à la banque, il ne faut pas accuser l'employeur. Il faut accuser la banque. L'employeur n'a rien à y voir. L'employeur n'a pas à s'occuper aussi de ce qui se passe à la banque. L'assurance responsabilité civile professionnelle de la banque va s'occuper de vous si vous êtes victime d'un accident. Mais la protection s'arrête lorsque, après le détour, vous êtes sorti du trajet pour faire autre chose. La protection reprend lorsque vous reprenez le trajet pour arriver, pour entrer. Et autre chose, l'accident doit se produire dans un moment qui est très proche de l'accident. Je prends encore l'exemple. Je travaille à Novotel, j'habite au port. Le travail commence à 8 heures. Je suis victime d'un accident à 5 heures du matin. J'allais où à 5 heures du matin? Ça, c'est la sorcellerie. C'est pas possible. C'est pas possible. J'allais où à 5 heures du matin? Sauf maintenant à prouver, parce que c'est pour ça aussi, on le dit généralement que les employeurs ou le salarié doivent veiller à ce qu'il y ait souvent certaines instructions écrites. Parce que l'employeur peut aussi vous demander qu'il y a une urgence, il faut venir très tôt, faire telle chose. Mais attention aussi aux employeurs, pour dire aux salariés de venir très tôt, il faut vous assurer que le nombre d'heures comprises entre la fin de la journée de travail et le début, ou disons le nombre d'heures de repos, parce qu'un salarié a droit à 11 heures minimum de repos entre 2 journées de travail. 11 heures minimum. Ça, donc quand vous faites rappeler le salarié tôt, alors qu'il n'a pas épuisé les 11 heures de repos de manière journalière, s'il est victime d'un accident, l'employeur sera condamné pour faute inexcusable. Vous êtes conscient du danger auquel est exposé le salarié et vous ne faites rien pour protéger le salarié. Donc, ça, c'est un peu ça. Dans le moment de l'accident, dans les cas de suspension, quand vous êtes en congé, vous ne pouvez pas évoquer un accident de trajet. Parce qu'il y a des salariés, souvent les congés c'est un problème, comme aussi ça arrive tellement dans les entreprises. Il y a des salariés qui monnaient aussi les congés. Je suis en congé. Après, il y a des salariés, il a pris ses congés hier. Ce matin, il passe dans l'entreprise, il est passé seulement pour saluer les gens. Il n'a pas préparé les congés, tout simplement. Si en allant dans l'entreprise, il a un problème, non. Il n'est pas couvert. Un salarié en grève, son contrat est suspendu. C'est ce qu'on appelle en droit le critère chronologique. Suspension sur suspension ne vaut. Votre contrat est suspendu parce que vous êtes en grève, mais vous décidez quand même d'aller à l'entreprise, vous ne pouvez pas évoquer le trajet. Donc, c'est un peu ça. Et les lieux où le salarié se rend habituellement pour prendre ses repas. Donc, en réalité, le législateur essaie de ménager aussi l'employeur. Parce que, comme j'ai dit, c'est un accident mi-privé, mi-professionnel. Ça se situe à un moment où le salarié, vraiment, il n'est plus sous l'autorité de l'employeur. Or, nous avons décidé et défini l'accident de travail d'origine professionnelle. Ça veut dire que vous êtes un peu sous l'autorité de l'employeur, caractère soudain. Mais, on dit, il faut protéger le salarié parce que le salarié, quand même, s'il est sorti de chez lui, c'est parce qu'il y avait un emploi, il partait rendre service à un employeur. Pour ceux, les juristes qui sont ici, qui ont fait pendant le droit des obligations, ils ont fait la théorie du risque avec les Jossan et la théorie de garantie avec les Borista, les anciens des pionniers en matière comme juristes civilistes. Donc ça, c'est un peu ça. Je reviens au docteur Toubafal. Je crois que c'est bon. Si, j'ai compris. C'est vrai, le temps aussi, ce que vous avez dit, c'est très pertinent. Le risque sanitaire, oui. Nous l'avons vu, par exemple, avec la COVID. C'est un enjeu fondamental. Ça, c'est un risque qu'il faut évaluer. Et pendant la COVID, d'ailleurs, nous nous sommes rendus compte, et c'est que la culture de santé et de sécurité
n'est pas ancré. J'ai évité de le dire également, ce n'est pas trop ancré dans les entreprises. Peut-être parce qu'on ne sensibilise pas, peut-être on ne met pas trop l'accent dessus. Et pendant la Covid, on l'a senti. Alors que dans certaines grandes entreprises en Europe, en Occident, les documents d'évaluation des risques professionnels, les gens ont dû rapidement les adapter pour tenir compte de la Covid. Chez nous, non. La Covid, on n'en a rien dit. Je ne sais même pas si on a tiré toutes les leçons de la Covid. Je prends un exemple, même pas. Pendant la Covid, on a parlé du télétravail. Mais le télétravail jusqu'à présent, c'est vrai, le code travail pose les jalons, le code travail qui est à venir. Mais est-ce qu'on a tiré les conséquences même du télétravail? On n'a pas réglementé, la situation est là comme ça. Le risque sanitaire, effectivement, c'est un risque important, il faut le réglementer. Et il faut tenir compte de ce risque-là, le prévenir également, il faut l'évaluer. Ça, c'est très important. Une fois de plus aussi, surtout que pour la COVID, ce que vous avez constaté, c'est que la COVID n'est pas une maladie professionnelle. Généralement, quand on parle de maladie professionnelle, je ne suis pas rentré, on n'a pas assez de temps, donc je ne suis pas rentré dans les détails sur certains aspects. Une maladie professionnelle, ce n'est pas une maladie contractée à l'occasion du travail. Non, attention. Il faut lire l'article, je crois, 33 ou 34 du Code de la sécurité sociale. C'est une maladie, effectivement, contractée à l'occasion du travail, mais qui figure sur le tableau des maladies professionnelles. La COVID ne figure pas sur le tableau de maladies professionnelles. Ça ne figure pas sur le tableau de maladies professionnelles. C'est pour ça, pendant la COVID, même si vous attrapez la COVID, déjà c'est très compliqué d'ailleurs de montrer que c'est à cause du travail que vous avez attrapé la COVID, c'est difficile. Vous avez vu des pays d'ailleurs comme la France, j'ai fait une intervention d'ailleurs là-dessus, je disais, même les pays occidentaux, en France, la COVID est reconnue comme maladie professionnelle au personnel soignant. Ce n'est pas à tout le monde. Si on avait reconnu ça chez nous comme maladie professionnelle, on ferme la caisse de sécurité sociale quelques mois après. Parce que ce n'est pas possible. On va trouver l'argent pour prendre en charge. Et quand on parle de maladie professionnelle, le tableau, c'est 3 colonnes. La maladie, le délai la période d'exposition, les situations de travail qui peuvent amener la maladie. Tout ça, c'est très difficile à définir. Mais c'est important de réfléchir là-dessus. Ça, vraiment, c'est quelque chose d'important. La performance également, c'est vrai, j'aurais pu peut-être mieux sortir, montrer en quoi la performance, j'ai peut-être sous-entendu dans mon exposé, et cela. Mais en prenant quelques exemples sur le plan économique, j'ai pris quelques petits exemples, notamment au niveau d'enjeux pour faire le lien avec la performance de l'entreprise. Lorsque déjà, en termes de coûts indirects, je parle des enjeux, les sous qu'il faut dépenser, le temps qu'il faut perdre pour remplacer quelqu'un, la baisse de productivité. Parce que quand vous remplacez quelqu'un lorsqu'il y a un accident, celui qui arrive n'est pas opérationnel immédiatement. C'est rare dans tous les cas. En matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, vous avez vu, il y a toujours un temps d'adaptation quand on arrive à un poste. Vous allez prendre le temps pour le former, c'est de l'énergie, le temps qui s'adapte, il y a une baisse de productivité. Vis-à-vis des clients également, l'image de l'entreprise prend un coup. Ça, ce n'est pas rien. Donc, c'est quelques aspects, notamment en matière sur le plan juridique également, les condamnations. Ça va venir parce que, généralement, lorsqu'il y a des condamnations, je parle un peu sous le contrôle des comptables et des financiers qui sont dans la salle, vous êtes obligé de prévoir des provisions au niveau des différents comptes de l'entreprise. Ces provisions-là oblitèrent un peu les résultats de l'entreprise quand vous êtes obligé de mettre les provisions en place pour les condamnations et tout ça. Donc ça, ce sont les différents aspects. C'est vrai qu'on peut mieux approfondir et mieux détailler. Mais généralement, je dis souvent que en matière de prévention, pour mieux montrer les conséquences, il faut aller avec quelques chiffres. On n'a pas de chiffres. Aller avec quelques chiffres. Généralement, l'employeur, le top management, souvent la littérature parlait trop, c'est pas ça qui l'intéresse. Il faut lui dire, si on ne fait pas ça, voilà ce qu'on fait. Il faut être cru avec lui. Si on ne fait pas ça, vous allez aller en prison. Il faut lui dire directement.
Il aime entendre ça et ça fait peur. Ça, par rapport c'est comme ça qu'il faut sensibiliser, lui montrer avec quelques chiffres de manière très simple. Mais c'est pertinent un peu ce que vous dites. C'est des questions. On peut approfondir lors d'une séance où on a assez de temps pour faire des développements là-dessus. Merci bien.